On a tous un meurtrier qui loge en nous et c'est faux de dire lui c'est un meurtrier, c'est un fou, moi non, non, c'est faux. J'ai pu voir certains points communs par rapport aux criminels. C'est une absence d'empathie. Alors on peut parler de psychopathie. Des fois il y a des remords, des fois il n'y en a pas après l'acte. Mais ce sont des personnes qui sont extrêmement focalisées sur un point et qui ont un ressenti d'injustice qui est très puissant. Chez le violeur, c'est un droit qu'ils prennent vis-à-vis de l'enfant de le violer. Ce n'est pas forcément un acte de vengeance ou de revendication. Ça peut être même un acte, selon eux, d'amour et de lien profond qu'ils vont générer avec l'enfant. Et c'est très lié aussi des fois à des cultes, à des croyances. Les éléments que j'analyse chez le criminel sont toujours l'enfance, le démarrage, la parentalité, la construction de l'enfant, ses croyances, tout ce qu'il a vécu qui peut me permettre de comprendre comment il réfléchit, qu'est-ce qu'il ressent, quels sont ses sentiments de justice, d'injustice et contradictions et quelle est sa posture de dualité aujourd'hui. Quand on retourne dans l'enfance d'un criminel, en général, normalement ça devrait jouer en sa faveur parce que ça justifie l'acte. Voilà, on devient ce qu'on est par rapport à l'environnement familial, notre éducation, l'environnement scolaire, etc. Donc ça devrait justifier un acte, oui. C'est une maladie d'être un criminel, oui. Si on justifie aussi les dégâts traumatiques qui ont été vécus dès l'enfance, ça justifie un comportement. C'est pour ça qu'après, très vite, où certains avocats disent que t'es fou, ça justifiera l'acte. Et la justice sera plus clémente. Le criminel a une prestance. Ce sont des gens magnétiques, ce sont des gens qui savent quand même comment dominer une situation, comment obtenir des avantages. Voilà, pas avec tous évidemment, parce qu'on n'est pas tous susceptibles de les suivre, mais il y a quelque chose, c'est une noirceur qui attire certaines victimes. Tous les criminels ont des traumatismes, oui. Quand on parle d'enfance, tout à fait. Comprendre un criminel, effectivement, c'est avoir énormément d'empathie, c'est de ne pas juger, d'instaurer un espace de confiance comme ce que je fais en séance pour les traumatismes relationnels. Et à partir de là, comprendre, avoir de l'empathie permet au criminel de se dévoiler si c'est possible et s'il le souhaite évidemment. Les signes qui démontrent un mensonge chez le criminel, on va plutôt analyser ça au niveau du corps. Donc sa posture, sa manière de déglutiner par exemple. On va plutôt analyser la manière de se comporter au sein d'une séance ou au sein d'un moment de questionnement. Pour détecter un mensonge, on va plus regarder le corps, la gestuelle, la manière dont la salive est avalée, le déglutiement, mais on ne peut pas détecter un mensonge forcément dans la narration, parce qu'une narration, elle est préparée depuis longtemps. C'est un dialogue, un grand dialogue profond qu'ils ont déjà avec eux-mêmes. Ils ont eu des centaines d'heures de solitude, donc il faut percevoir autre chose que les mots eux-mêmes. C'est vrai qu'à travers l'écoute, à travers la voix, en tout cas pour ma part, on peut bien analyser une personne. Mais c'est un peu difficile, encore une fois, parce que le narratif est très bien construit. En général, ce sont des personnes quand même assez calmes, s'il n'y a pas de post-traumatisme après avoir fait l'acte. Même s'il y a une part de culpabilité chez eux, ils ont une capacité à bien la gérer, ne pas la montrer,
Donc il y a un sang-froid qui s'installe, je dirais pas naturellement, mais où ils sont bien entraînés. Donc par téléphone, c'est difficile. Il faut aussi, je pense, pour avoir l'opportunité de voir la personne. Les criminels ont bien sûr un trouble dissociatif. Ils ont des fois aussi même un trouble d'empathie, surtout quand le crime est bien organisé. Donc ça c'est sûr. Quand il est passionnel, justement, il y a un trouble d'émotionnalité, si on peut appeler ça comme ça. Il y a des impulsions qui sont trop fortes, donc ça aussi, il faut aller chercher dans l'enfance. Des hystéries, des paranoïas, des jalousies toxiques. Pour comprendre ce qu'a vécu la victime et donc la psychologie du criminel, on va surtout étudier, et ça c'est plutôt la police scientifique et le criminologue qui vont étudier la scène de crime. Donc plus la scène est propre, on va dire, plus elle est très bien organisée, moins elle est chaotique. On peut retrouver aussi des signes précurseurs chez le criminel, donc dans sa personnalité. Comprendre comment il a démarré, parce qu'il y a des crimes qui sont sanglants, qui sont chaotiques, d'autres qui sont très bien arrangés, des fois qui sont nettoyés après. Donc on peut en savoir beaucoup en analysant toujours la scène de crime. Sur le corps de la victime, donc ça c'est grâce à l'autopsie, même chose, il y a toujours une signature qui est déposée par le criminel. C'est comme un artiste, moi je dis un criminel c'est un artiste. Heureusement, malheureusement. Des fois, il y a un acte sexuel avant le crime, des fois il n'y en a pas, des fois c'est on va découper la personne, des fois... Donc ça veut dire peut-être que la personne, elle veut vraiment en terminer. Enfin, on peut essayer d'analyser par la manière où le crime a été terminé, quoi, achevé. Quand on appuie trop, quand on touche trop surtout à notre entourage, on est capable, oui, je pense qu'on a tous un meurtrier qui loge en nous et c'est faux de dire lui c'est un meurtrier, c'est un fou, moi non, c'est faux. On a tous un crime que si on était poussé ça serait comme ça qu'on le réaliserait. C'est en nous. Si on touche à notre enfant, il peut y avoir un aspect de nous qui va venir aussi nous maîtriser et dire non, bah tant pis. Je vais laisser la justice s'occuper de ça, mais ça nous tue de l'intérieur. On ne réagit pas à l'extérieur, mais il y a une partie de nous qui meurt. Les femmes cachent beaucoup mieux, je trouve, leur jeu que les hommes, parce qu'elles ont des attributs sur lesquels elles peuvent jouer. Ça peut être de la séduction, ça peut être... c'est comme de la magie un peu. Pendant quelques secondes, on va faire passer ça du côté bah tiens, c'est sa manière à elle voilà, de compenser ou de se faire jolie, mais non, les femmes sont un tout petit peu plus difficiles à analyser. Il faut être une femme, je pense, pour analyser une femme. En droit pénal, j'ai plus d'hommes qui viennent me voir. Ce sont davantage d'hommes, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a une plus grande majorité d'hommes criminels parce qu'ils ont un plus fort taux d'analyse et de concentration qu'une femme. Et la femme est en général est davantage prise par son empathie, par ses émotions, donc elle peut aussi commettre des crimes passionnels dans des actes de vengeance, mais c'est vrai que l'homme est plus disposé à tuer que la femme. Et je pense par ce phénomène d'analyse, de concentration, de stratégie, de méthode. Une affaire qui m'a marquée, c'est celle d'un viol, où la personne... on a supposé que c'est elle qui avait violé la personne, donc on avait retrouvé du sperme, et pourtant la personne dira qu'elle n'a jamais rien fait. Voilà. Et elle est totalement désolée pour la victime.
A-t-elle pris des substances ou pas, lui dira que non. Et rongé par la culpabilité, puis après des problèmes cardiaques qui sont survenus, donc tellement de culpabilité que la personne commence à être malade. Un des criminels que j'aurais aimé analyser ou avoir en séance, c'est Jeffrey Dahmer, parce qu'il a commencé très tôt à vouloir avoir le contrôle sur l'autre. Et dans son enfance, ce qu'on comprend, c'est que son père lui a permis de s'interroger sur le métabolisme, sur l'organisme d'un insecte. Donc on commence avec une autorisation parentale pour pouvoir disséquer un autre être que le sien. Et puis après, cet attachement très très fort où il voulait posséder l'autre et donc le garder pour toujours chez lui. Donc conservation après d'organes, etc. Et sa vie est passionnante parce qu'il y a eu un moment justement de rédemption où il a été fait baptiser, où il a demandé quelque part à se libérer de tous ses péchés, mais bon, voilà, la vie l'a rattrapé comme on le sait, et la mort. Les personnes que je reçois n'ont pas beaucoup de culpabilité, un tout petit peu. Pour elles, c'est toujours justifié en disant ben non, mais je l'ai fait parce que, mais voilà, c'était pas pour faire du mal à l'institution ou à cette personne-là. C'est plus les victimes qui vont vraiment ressentir du remords, mais ceux qui ont commis des délits, non, pas trop, je trouve pas. C'est plus la prise de conscience, c'est la victime qui la vit. Et qui la vit aussi pour l'auteur, disant mais comment il a pu faire ça, je lui ai donné... Donc c'est la personne qui fait le rôle des deux. Et beaucoup de questionnements, mais comment cette personne a pu faire cela? Donc elle fait comme une double thérapie pour l'auteur du crime ou du délit et pour elle, à son titre. Pour gagner la confiance d'un criminel ou même de toute autre personne, je pars toujours du même principe, c'est une question de feeling. Donc ça se passe dans les 30 premières secondes. C'est un savoir-faire, de mettre à l'aise l'autre. Et on ne sait pas pourquoi aussi, certainement, il y a peut-être une chimie qui se met en place où la personne va commencer à sentir qu'elle peut faire confiance au thérapeute. Mais ça se passe dans les 30 premières secondes. Le problème du criminel, c'est qu'il y a son narratif et il y a l'autre histoire, la vraie histoire. On peut passer une vie à parler que du narratif d'une personne et dès qu'on déplace un tout petit peu le dialogue sur est-ce que vous pouvez me raconter comment était votre maman, comment était votre papa, je ne sais même pas s'il va pouvoir en avoir la capacité. Avec le criminel, on est beaucoup dans le je. Il y a une vraie revendication. Il y a une grande part de narcissisme, c'est que soit par rapport à l'autre, ce qui est normal, j'entends bien. Mais il n'y a pas trop, tiens, elle aimait bien faire ça, il aimait bien faire ça. Il n'y a pas de rapport à l'autre, tellement il est... sa conscience, elle domine en fait tout le narratif. N'arrive pas à se mettre dans la peau de le ressenti de. Il n'y a pas de connexion, parce que s'il y avait connexion, il y a empathie. Et donc on ne toucherait pas à l'autre. Les enfants sont beaucoup plus faciles à étudier. Parce qu'il y a encore une nature où l'enfant est... Il y a une innocence, même s'il y a une criminalité, il y a une innocence et donc on peut rapidement parcourir aussi l'enfance et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, les motifs. Les comportements anormaux, on peut les retrouver chez des gens ordinaires parce qu'ils ont des pulsions, ils ont des moments d'excès, ils ont des moments de dépression, on est tous anormaux, je dirais, de manière naturelle. Être un humain, c'est se faire, comment je pourrais dire, se laisser aller à des émotions, à des pensées, donc c'est assez chaotique durant une journée de 24 heures.